Et bonsoir les bébous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille ce soir. Merci d'être déjà nombreux, c'est ouf. Vous étiez au taquet, vous étiez tous devant votre PC, c'est incroyable ça. Mais bon, il lance ce con quoi. Ah, j'espère que vous allez bien, coucou, je vous fais un coucou général. Je vous fais plein de bisous. Ce soir, on se retrouve encore pour une nouvelle émission des Gros Cerveaux. Oui, c'est prétentieux, mais on s'en fout. Et on va parler ce soir d'archéologie. Et pour ça, on sera accompagné de Foxist et de Lilith. Lilith que vous connaissez déjà. Vous la connaissez déjà. Malgré tout, on va quand même la représenter. Et il y a Foxist, un nouvel invité, qui est actuellement dans le chat en plus. Franchement, ils sont assidus, hein, ces invités. Hein. Ils sont présents sur l'émission et dans le chat. Et donc on va les représenter. Et on va représenter Lilith. Bonjour. Lilith, bonsoir. Comment ça va? Mais très bien, et toi? Ça va, merci. Alors, t'as un petit mot sur toi pour te représenter, au cas où des gens n'avaient pas assisté à l'émission sur la mythologie grecque. Alors moi, je suis régisseur des collections dans un musée. Et puis, j'ai fait des études en histoire, archéologie, patrimoine, etc. Voilà. Ah, donc une invitée parfaite pour l'émission. Et on est également accompagné de Foxist, qui est nouveau. Salut. Et oui, merci de m'accueillir. C'est sympa. On constate que t'as changé ta coupe de cheveux aussi, en fait. Je viens de tilter. Ouais, écoute, hein, c'est la bogossitude est en moi, elle ressurgit par mes cheveux. Voilà. Un petit mot sur toi? Moi, du coup, j'ai fait des études en histoire, en ethnologie et en archéologie, mais actuellement, je suis plutôt spécialisé dans la reconversion professionnelle. Parce que c'est plus du tout mon secteur d'activité, donc voilà. Je vous en parlerai un petit peu après, ou tout de suite, si vous êtes... Vas-y, allez. Vas-y. Raconte-nous un peu ton parcours. Du coup, donc moi j'ai fait une licence d'histoire à Reims, en Champagne, donc parcours histoire de l'art, patrimoine, archéologie. Ensuite, je suis allé sur Strasbourg pour faire une autre licence en 1 an, du coup, parce que comme j'en avais déjà validé une, j'avais pas besoin de refaire les 3 ans. Donc en ethnologie, anthropologie. Et ensuite, toujours sur Strasbourg, j'ai commencé un master pro en architecture et archéologie que je n'ai pas terminé pour diverses raisons, notamment le fait que j'en avais marre, que je supportais plus la fac, que l'ambiance universitaire me gonflait, puis que je voulais un peu avancer dans ma vie et gagner de l'argent. Donc voilà. Ok. Et maintenant, rien à voir, je travaille dans le bâtiment. Tu vois, t'as fait archéologie et quoi tu m'as dit? Excuse-moi. Architecture et archéologie. Oui, quelque part, ça peut se rejoindre. Donc voilà, ça se rejoint un petit peu, on va dire. Alors, on va essayer de trouver un lien là où il n'y en a pas. C'est vrai, non mais t'as raison. Il construit tout ce que les archéologues trouveront dans quelques centaines d'années au final. Exactement. Voilà. C'est vrai que même, j'avoue, c'est pas très bien. Mais parfois, quand je jette des trucs dans des fossés de chantier, je me dis, ça sera pour les archéologues dans 100 ans ou 200 ans ou 500 ans. Ok. Oui, c'est pas très bien, mais bon, voilà. On va faire abstraction. Et donc du coup, on est tous les trois ce soir pour... vous êtes tous les deux avec moi ce soir pour parler d'archéologie, parce que c'est plus vous qui allez en parler que moi. C'est un sujet qu'on avait déjà un petit peu abordé du coup pendant l'émission de la mythologie grecque. Qu'on avait un petit peu trop brièvement abordé à mon goût, voilà. Donc du coup, je me suis dit... Voilà, avec Foxist, on en a parlé et je lui ai dit qu'est-ce qui t'intéresserait pour quel sujet il t'intéresserait de venir dans l'émission. Et donc voilà, on a 2 sujets qui sont un peu posés. Au départ, je pensais à des sujets mais qui n'étaient pas sur Twitch. On pouvait pas les diffuser, alors je me suis rapatrié sur l'archéologie. Voilà. Et donc voilà, de son expérience, de ses diplômes, on s'est dit tiens, l'archéologie ça peut être cool.
Effectivement, moi, c'est un domaine qui m'intéresse. Parce que voilà, j'ai pas fait d'études, mais j'aime m'intéresser un peu à tout. Donc voilà. Du coup, j'avais une question qui me venait. J'ai toujours pensé que tu avais fait un diplôme en anthropologie. Et alors, tu m'as dit que c'était en anthologie, pardon. Exactement, en ethnologie, donc j'ai étudié les ents du voilà. Seigneur des Anneaux. Exactement. Effectivement. En anthologie, pardon. Ah non, mais je suis complètement néophyte et vous allez voir que, voilà, comparé à ces deux personnes, je suis un peu abruti. Du coup, non, faut pas dire ça, c'est non, mais c'est une blague, Mais du coup, l'ethnologie, en fait, si tu veux, comme c'était une licence, c'était pas encore vraiment spécialisé. Mais l'ethnologie, c'est plus l'étude. C'est plus l'étude d'une population. D'accord. Une population de manière générale. Ça peut être une population, on va dire, très dans le truc un peu romancé. Ça peut être une tribu, tu vois, d'Amazonie ou de ce que tu veux. C'est comme ça peut être, par exemple, une population étudiante. Tu vois, les étudiants, je sais pas, les étudiants de Paris, tu pourrais très bien faire une étude ethnologique sur les étudiants de Paris. D'accord. Et l'anthropologie, ça serait plus un aspect plus généralisé. Après, tu peux me reprendre l'élite si tu as des choses ou si je me fourvoie, parce que depuis le temps. Non, je juste ça serait plus. parler de l'anthropo, justement. Ouais, ça serait plus. Alors, déjà, il faut distinguer aussi anthropologie sociale et anthropologie physique ou. Oui, c'est vrai. L'anthropologie, au sens large, c'est plus l'étude de l'être humain. Enfin, c'est vraiment basé sur l'homme, si je me trompe pas. Donc, ça serait plus un aspect, peut-être un peu. L'ethnologie, tu étudies plus un peuple, et l'anthropologie, tu peux amener à faire des. Alors, même si c'est pas très. Enfin, à faire des comparaisons ou amener à recroiser des connaissances de plusieurs populations pour essayer de travailler de manière plus générale, effectivement, l'homme avec un grand H, quoi. Ok. L'humain. Et donc, du coup, pour rebondir là-dessus, question, c'est du coup quelle partie de l'histoire qui t'intéresse le plus vis-à-vis de l'archéologie et donc dans laquelle tu t'es spécialisé? Alors, j'ai pas eu le temps de me spécialiser, mais c'était plus, moi, je partais sur l'Antiquité parce que c'est le truc qui me faisait le plus rêver. Maintenant, j'ai pas eu l'occasion de faire d'autres fouilles sur le Moyen-Âge. Enfin, après, moi j'ai fait les fouilles que j'ai faites, on en reparlera sans doute tout à l'heure, c'est sûr. Ouais. C'était plus l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, vraiment le tout début du Moyen-Âge, quoi. Ok. Et donc, si je me trompe pas, c'est. Les dates, c'est quoi à peu près? C'est en 1200, non, le Moyen-Âge? Non, c'est 800? 476 à peu près par là-bas. Ok. Non, 400 même un peu plus tard, je sais plus, le baptême de Clovis, quoi, si tu veux. Ouais, d'accord. Ouais, je veux. La fameuse. Il me semble que c'est ça de mémoire, 400, dans les années 470, 400. Donc le Moyen-Âge, c'est combien? C'est de 400 à combien? Jusqu'à. Je crois, quelque chose comme ça. Non, 1000 combien t'as dit? 1494. Ah, donc j'étais pas loin. Moi, j'allais dire 1492, moi de mémoire, mais c'est la découverte des Amériques. 2 années près. Ouais, allez, ok. Chipoton, soyons historiens, ne le soyons pas. C'est vrai. Jusqu'à la Renaissance, quoi, en gros. Comme dirait Gazi. La Renaissance, non, c'est plus tard, en fait. La Renaissance, c'est plus 16e, 17e. Enfin, 16e. Ouais. Du coup, c'est pour ça, le fait d'être arrivé à la découverte de l'Amérique, de se rendre compte que il y avait un nouveau continent, ça a amené plein d'autres choses, et la Renaissance, effectivement, c'est à partir de là qu'on a dit que c'était l'époque moderne, quoi. Ouais, ok. Je suis désolée, mais il me semble que c'est 14e Renaissance. Non, la Renaissance et tout, c'est avec les peintres italiens et tout ça, l'architecture. Je parle de la Renaissance en elle-même. Mais la Renaissance, non, pour moi, c'est les années 1500, 1600. Ok, bon. Mais je me trompe. Alors, parlons, discutons, changeons de sujet pour vérifier, mettre les choses au clair. Je vais regarder vite fait, mais vas-y. Vas-y, vérifie tes sources.
Non, effectivement, début approximatif 1300. Parfait, je me trompe. Moi, c'est en tout cas de ce qui me restait de mes cours d'histoire, effectivement, il me semblait que la Renaissance s'était située après le Moyen-Âge. Après, De bon, mémoire, on est vers 1330, 40 ou un truc comme ça, la Renaissance, Ok. il me semble. Et donc, du coup, même question pour toi, Lilith. Quelle est la partie de l'histoire qui t'intéresse le plus et dans laquelle tu t'es un peu spécialisé dans tes études, du coup? Alors moi, pendant longtemps, ça a été l'époque médiévale. Ok. J'adorais faire de la paléographie, donc qui consiste à lire les documents anciens, en fait, à les déchiffrer. Et puis quand j'ai fait stage en fait pour mes études, j'ai fait de l'archéologie à la fois de l'Antiquité et à la fois médiévale et j'ai adoré les deux. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus spécialisée dans l'Antiquité, mais le médiéval ça reste quand même le petit Ouais. truc que j'adore quoi. Ok, parce que toi, du coup, t'as fait, tu vas faire un master. Alors j'ai fait une licence en histoire de Oui, l'art, pardon. voilà, et le master en patrimoine, archéologie et musée. Voilà. Et Voilà. de ce que tu nous avais dit, tu t'étais quand même pas mal concentré sur l'époque romaine, du coup. Oui, tout Ouais. à fait. Ok. Cool, excuse-moi, je te coupe, Ellie. Ton sujet de mémoire, du coup, c'était sur quel. C'était quoi ta thématique? Qui moi? Ouais. Moi, c'était sur le cheminement comment dire? Alors, je me rappelle plus l'intitulé exact, mais le cheminement entre le matériel de fouille et leur arrivée dans un musée à l'exposition, en fait. Donc, tout le D'accord. cheminement qui se fait. Ok, cool. Et Ok. toi, du coup? Bah moi du coup j'ai pas eu le temps de beaucoup le travailler parce que je me suis arrêté comme je disais à la fin du premier semestre de M1, de première année de master. Et c'était prévu que je fasse en fait un truc comme j'étais en master pro, quelque chose qui ait une application plus professionnelle, donc pas vraiment dans la recherche. Et c'était plus de travailler, d'étudier le fait de modéliser le Phanum, donc le temple gallo-romain entre guillemets, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Pour en fait faire une image pas une image de synthèse, mais de prendre style le logiciel AutoCAD et puis d'en faire quelque chose de propre pour pouvoir justement travailler là-dessus, quoi. Comme je travaillais aussi sur l'archéologie et l'architecture, c'était un peu ça le sujet, quoi. D'accord. Ouais. Donc, voilà, Moi, j'ai fait un master en boulangerie. impeccable. C'est très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire de l'archéologie et son évolution? Est-ce que vous avez un peu des des notions là-dessus Oui, Oui, aussi. de mémoire. L'histoire de l'archéologie, alors le tout début, je saurais pas te dire qui a été le premier mec qui s'est dit je vais aller fouiller dans le sol et puis je vais appeler ça de l'archéologie. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Ils appelaient pas ça de l'archéologie, je pense que c'était plus des sortes d'aventuriers ou Des Sidney Fox, quoi. ouais, voilà. Non, je pense que c'était plus des comment dire des nobles ou des aristocrates ou des choses comme ça, des gens fortunés et qui avaient une bonne éducation, qui je sais plus comment ça s'appelait, je crois qu'ils appelaient ça le voyage avec un grand V, un truc comme ça. Le grand tour. Euh, Le Grand Tour, c'est ça, ouais. Où ils partaient un peu dans toute l'Europe, du coup, principalement en Grèce et puis en Italie et puis ailleurs sans doute aussi ils faisaient leur vie. Ils faisaient leur vie en fait. Ils partaient pas spécialement fouiller, mais ils trouvaient des trésors, ils trouvaient ça cool. Et puis après, ils ramenaient ça avec les cabinets de curiosité et tout le bazar. Et c'est à partir de là que ça a dû commencer, quoi. Ok. C'est ça, et puis il y a eu aussi au 19e, enfin même déjà à la Renaissance, il y a eu un goût pour l'Antiquité, etc. Alors je pense pas qu'à cette époque-là, il y a eu vraiment des fouilles, mais vraiment il y a eu un intérêt pour l'Antiquité, un retour aux philosophes et à la fois à toute la culture de l'Antiquité. Et au 18e, 19e, il y a vraiment un goût par contre pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie, mais aujourd'hui on qualifierait plus de pillage de sites parce qu'il n'y avait aucune législation. La première loi sur l'archéologie, elle est de 1941. C'est la loi Carcopino et c'est la première loi qui existe en fait pour réglementer l'archéologie qui dit que
l'archéologie, les fouilles doivent être autorisées par l'État, et si elles sont pas autorisées par l'État, elles sont illégales, et du coup, ça fait que c'est interdit. Ok, 1941, c'est ça que t'as dit? Oui, c'est ça, C'est assez 1941. tardif, du coup. C'est pas si vieux que ça, du coup. Non, 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 c'est très très tardif. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans la région, ici, là où je suis en région PACA, il y a eu des collectionneurs qui ont pillé complètement, entre guillemets, des sites. Et on se retrouve maintenant avec des manques dans les collections. Par exemple, nous, là où je bosse, on n'a pas de statuettes en bronze, par exemple. Des petites statuettes comme on voit dans les musées. C'est qu'en fait, tout a été embarqué par ces collectionneurs au 18e, 19e, 20e, Donc avant la législation des fouilles, quoi. la possibilité que vous récupériez ces pièces manquantes, ça serait par rapport à des legs, en fait. Alors nous, ça va être possible justement parce qu'on achète une collection archéologique, enfin la ville achète une collection archéologique dont, en gros, si tu veux, la collection archéologique, c'est un tiers qui provient donc de là où je suis. Ouais, ok. Pardon, je suis désolée. Non, t'inquiète. Elle est à fond, hein. Je vais fermer la porte. Non, mais t'inquiète, on l'entend quasiment pas. Vraiment, t'en fais pas. Alors, on t'entend plus par contre. Ouais, tu t'es mise en muette, je crois. Voilà, Bon. c'est bon. Du coup, je disais, c'est soit tu peux récupérer par des dons, oui, sauf que du coup, si on te donne, il faut que ça soit légal, entre guillemets. Donc, en gros, tu dois prouver la correspondance, etc. Enfin, et si tu peux pas prouver la correspondance, le musée peut pas récupérer ce que tu... Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Si tu as récolté ça avant 1941 et que tu peux le prouver, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est après, il y a des problèmes de recel, etc., etc. Ok, et vous pouvez pas expertiser les objets que vous récupérez comme ça par des dons pour On n'a pas le que ça droit se perde en fait. En fait, on n'a pas le droit d'expertiser, on n'est pas expert. Techniquement, notre fonction ne nous autorise pas à expertiser, à la fois de donner une valeur pécuniaire et à la fois d'expertiser les choses. Il faut vraiment passer par des experts, justement, des cabinets spécialisés. Ok. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir un peu sur tout ça en disant que si vous trouvez quelque chose dans votre jardin, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'État. Il faut normalement appeler des gens pour venir l'extraire du sol ou Arrête, de l'eau. est-ce que les gens vont faire ça aussi? C'est ça le truc. Parce que Ouais. ça veut dire, compliqué, procédure de fouille. Donc comme nous en avait parlé un petit peu Lilith, c'est un déroulé qui est quand même assez long, mais on va en reparler après. Et les gens viennent ruiner tes hortensias dans ton jardin, quoi. Ouais, alors qu'il y avait un beau bosquet d'hortensia. Et oui. Fait chier quoi. Il est beau bosquet d'hortensia. Non, mais en fait, ça dépend. Si ton terrain, tu l'as acheté avant la loi de 2016, qui est la loi LCAP, je crois, je suis pas sûre. En gros, si tu as acheté ton terrain avant 2016, c'est 50-50. C'est 50% État, 50% tout. Voilà. Si c'est après, par contre, c'est 100% État. Et là, c'est la baisse. Voilà, exactement. Bon, après, c'est un bien culturel, effectivement. C'est compréhensif que des gens ne puissent pas s'accaparer un peu la valeur de ces objets-là qui ont une valeur historique, quoi. C'est ça. Bon, parce qu'il y en a plein, des pilleurs encore maintenant. Des gens qui fouillent typiquement avec des détecteurs de métaux, où moi j'ai souvenir, on faisait une fouille en bord de route, en bordure d'une départementale, et il y a des gars qui s'étaient arrêtés en voiture en disant naïvement, tu vois, nous on était encore étudiants, alors vous trouvez des trucs? Et il y a une fille qui commence à dire ouais, on trouve quelques ossements, des tessons de poterie. Et il y a l'archéologue anti-chef qui a dit non, on trouve rien de plus que ça, allez, bonne journée. Et il nous avait engueulé parce que on a parlé. Et si les mecs après ils reviennent avec des détecteurs de métaux et qui prennent toutes les statues en bronze, les pièces de monnaie, ce genre de choses, c'est baisé quoi. Parce qu'en plus, dans ces cas-là, en fait, eux, ils cherchent pas à comprendre, ils creusent. Et comme je vous avais dit, il y a une stratigraphie dans la fouille. Et en gros, ils en ont rien à faire de détruire le terrain jusqu'à ce qu'ils récupèrent l'objet en question en métal.
Donc en fait c'est vraiment et puis il l'extrait complètement de son contexte. Donc après si jamais par exemple c'est retrouvé par la DRAC qui font une saisie, eh ben ils peuvent pas le rattacher vraiment à une Et une fouille en comment dire, particulier, quoi. oui, et à un niveau d'occupation Ouais. concernant cette fouille-là, tu vois. Ok. Et donc du coup, comment l'archéologie a un petit peu évolué au fil du temps, du coup? Par rapport surtout au niveau des technologies, j'imagine. Mais vous avez des infos un peu là-dessus, j'imagine aussi. Par rapport aux méthodes aussi, simplement Ouais. de faire des... Il y a un aspect scientifique qui est arrivé petit à petit, en fait, si tu veux. T'es passé du pilleur de tombes, on va dire, classiquement, par exemple, en Égypte ou ce genre de choses. T'es passé du pilleur de tombes à quelque chose de... Sans être spécialement scientifique, mais dans un premier temps, de faire des relevés, de faire des dessins, de dessiner tout avec les couleurs, d'essayer de... Ouais, de faire ne serait-ce que des relevés dans un premier temps, et puis petit à petit, tu t'amènes sur des choses un peu plus scientifiques, et puis voilà quoi. Ok, quelque chose à ajouter peut-être, Lilith? Euh, je sais plus, j'avais un truc en tête qui me venait quand tu parlais. En fait, les fouilles au départ, c'est vraiment purement. Parce qu'on peut pas vraiment appeler ça des fouilles, mais quand il y a eu vraiment le mot fouille qui est apparu, entre guillemets, il y a eu vraiment cette volonté scientifique, voilà, de documenter, comme disait Fox. Mm. Mais la documentation, c'était pas ouf, quoi. C'était 3 lignes dans un rapport. Maintenant, on a des rapports, ils font 500 pages, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est complètement différent. Maintenant, dans un rapport de fouille, tu as absolument tout le mobilier que tu vas trouver sur place, que ça soit du petit morceau de céramique jusqu'à la méga statue, alors qu'avant, tu n'avais que les objets, entre guillemets, exceptionnels, et encore, des fois, ça y était même pas, tu vois. Donc, En fonction du... c'est... Plus ça va, plus les rapports de fouilles sont documentés, oui, c'est sûr, mais c'est vraiment là, ces 20-30 dernières années que ça s'est vraiment documenté. Avant, c'était vraiment très peu les rapports de fouilles. Ouais, par une envie de vraiment classifier un petit peu tout ça, quoi. Et ça. C'est bien, en Et vrai. puis pour revenir par rapport au terme de fouille, comme tu disais, Lilith, en fait, c'est surtout qu'à une époque, je repense notamment du côté de l'Égypte, en fait, ou même globalement, même en Grèce ou ailleurs, tu faisais pas des fouilles, en fait, t'allais chercher des sites, des ruines, en fait, c'était des ruines à ciel ouvert. Tu allais là et puis après tu prenais ce qui était un peu à l'air ou tu creusais vite fait, c'était pas des vraies fouilles. Les fouilles comme on peut faire maintenant, ou comme Lilith nous en parlera peut-être, ou tout à l'heure, ou autre, c'est tu vas creuser, tu vas dans un coin quelque part, il n'y a rien. Ou alors du ciel, tu regardes, tu as des taches d'humidité dans un champ, tu te dis, ah tiens, il y a un mur, un édifice qui se dessine, on va creuser là. Là, tu fouilles vraiment, tu cherches. Que avant, c'était plus, c'était arrivé Oui, sur un site, les ruines étaient présentes, et puis ouais. tu, Les ruines n'étaient pas tu, encore tu enfouies. prenais ce qu'il y avait, quoi. Ok. Bah, après, ça dépend des sites. Au 19e, tu as quand même les fouilles de Pompéi. Et là, il y a vraiment, Ouais. on creuse vraiment pour trouver les habitations. Donc, c'est vraiment les premières fouilles, en fait, je pense, Mm. Pompéi à proprement parler. Hein. Je parle pas Ouais. de Oui. l'Égypte où ils Ouais, sont ouais. allés piller des tombeaux, etc. Et puis, je rebondis aussi, on fouille pas là où il y a rien. On fouille aussi là où il y a des choses. C'est-à-dire que nous, en plein centre-ville, il y a un bâtiment qui a été racheté par la ville, par exemple. Ben, les caves ont été fouillées, tout a été fouillé. On fouille pas systématiquement où il y a rien. Au contraire, on fouille justement là où il y a des traces, là où il y a des possibilités qu'il y ait des Oui, vestiges. effectivement. Ouais. Voilà, Oui, vous allez on pas fait pas. Et vous. d'ailleurs, c'est une obligation partout dans toutes les villes historiques avec un centre-ville historique. Dès que tu veux entreprendre une construction, tu fouilles. Et diagnostic, c'est Ouais. ça. Oui, vous allez pas vous ramener dans un champ de blé du paysan du coin et dire tiens, on réquisitionne Mais 30 d'ailleurs, mètres carrés et on fait une fouille en plein milieu de ton champ, quoi.
Mais d'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, Lilith, mais c'est pas les mêmes, ça va pas être les mêmes organismes qui vont faire ces fouilles-là. Tu vas avoir pour les fouilles en ville, ça va être plus du coup de l'archéologie préventive, donc ça sera avec l'INRAP. Et plus les fouilles en campagne, on va dire, ça va dépendre peut-être plus du CNRS ou de la DRAC ou des choses comme ça, qui vont programmer des choses en disant on a trouvé quelque chose à cet endroit-là, potentiellement, allons fouiller quoi. Ça dépend, tu vois, parce que par exemple, je prends l'exemple de Vaison-la-Romaine dont on a parlé au précédent Ouais. live. Le diagnostic de fouille a été fait par, de mémoire, le service archéologique de Vaucluse. La fouille préventive, pareil. Et puis après, l'INRAP a été intégré au truc parce que ça s'est transformé en fouille programmée. Donc en fait, ça dépend pas de. Je pense pas que ça dépende, en tout cas, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais je pense pas que ça dépende de la localisation du site. Je pense que c'est plus Ouais. les services qui se trouvent. Par exemple, si je te dis une bêtise, dans telle région, t'as pas de service archéologique, bah, ça va être l'INRAP qui va prendre le relais. Je pense que c'est Ouais. un peu au-dessus. Donc, honnêtement, je pense pas que ça dépend du fait que tu D'accord, sois ouais. dans un champ ou que tu sois dans une ville. Et du coup, quelle Ok. différence entre l'INRAP et la DRAC, machin? C'est quoi leur différence à eux? Ouais, c'est la DRAC. Alors la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, et de la DRAC dépend le SRA, donc le service régional d'archéologie. Ok. C'est assez pointu. Et ce sont des services qui ont été créés dans les années 80-82 avec la déconcentration et la décentralisation des services de l'État. Et en gros, c'est des services qui sont sous la coupe de l'État et qui vont, entre guillemets, te dire ah ben là, il faut fouiller, là, il faut peut-être pas trop gratter pour le moment. Ils vont te dire, oulala, là, attention, pas de permis de construire parce que c'est tendu en termes d'archéologie. Ce sont ces personnes-là aussi qui vont gérer, par exemple, tout ce qui est pour les musées, par exemple, restauration. Qui vont te dire oui, vous pouvez restaurer ou non, vous pouvez pas restaurer. Ou oui, vous pouvez acheter et non, vous pouvez pas acheter. Tu vois, ce sont des D'accord, services ok. qui ont un peu un droit de veto, entre guillemets, sur ce que font les musées, les services des départements, etc., etc. Ok, ok, donc ouais, c'est un peu les patrons du game, quoi. C'est ça. Et l'INRAP, corrige-moi si je me trompe, Fox, mais l'INRAP, je crois que c'est un service qui est vraiment... euh, C'est un service qui est vraiment état. Genre, c'est pas, il n'y a pas de, comment dire, il y a qu'un seul INRAP alors qu'il y a plusieurs DRAC, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Oui, vu que c'est un service Bah, régional, effectivement, il a une part région, théoriquement. il me C'est semble que l'INRAP, enfin, ils ont des bureaux dans plusieurs villes, je pense. Mais c'est Mais un oui, organisme. l'INRAP, c'est l'Institut national des recherches d'archéologie préventive. Donc du coup, c'est nationalisé, c'est le truc, c'est un peu le boss, ouais, c'est le boss du. Comme Ok, si Gazi, ouais, c'est c'est un le système papa, quoi. pyramidal, quoi. Ok, ok, ok. Et donc concrètement, je me demandais comment on devient archéologue, parce que j'imagine que ça suffit pas d'avoir un diplôme. Faut des contacts. Alors, ouais, Faut lécher des bottes. il faut un sacré réseau pour être Ouais, archéologue. ok. Moi, j'ai des collègues qui ont fait des études avec moi, qui galèrent parce que ils ont des contrats sur contrat, genre de 3 mois, 6 mois, 1 an. Des fois, c'est une semaine sur l'autre. C'est vraiment tendu d'être archéologue, entre guillemets, à temps plein, dans le sens où il y a très peu de place. Il y a beaucoup de personnes âgées, je mets beaucoup de guillemets, euh, Tu peux dire qu'il y a des vieux, il y a des personnes vieilles. qui occupent les postes et qui, au final, ne fouillent plus. Et voilà. Et donc, ils comptent sur les petits jeunes pour fouiller pour eux, entre guillemets. Ouais. Euh, et c'est vrai que être archéologue, c'est compliqué. Déjà, il faut au minimum bac plus 5, pardon. Le top du top, c'est d'avoir une thèse, pour être honnête. Ouais. Et puis, ouais, des contacts, hein, comme le dit Fox, c'est des contacts. Parce Ok. que j'ai au cours de mes pérégrinations professionnelles, j'avais travaillé dans l'immobilier et j'avais rencontré en Bretagne des gens qui avaient leur fille qui avait fait une double licence en histoire de l'art. Elle avait fait 2 masters, dont un en Italie.
Et elle trouvait pas, après, à son retour, elle trouvait pas comment ça s'appelle? De sujet de thèse. Elle n'arrivait pas à trouver ne serait-ce qu'une fac qui la prenne, une école doctorale qui la prenne pour faire une thèse. Elle a dû se retrouver, donc elle se spécialisait, donc bien sûr, c'était sur l'Empire romain, sur le monde romain. Donc il y a 150 000 personnes qui veulent se spécialiser là-dessus. Elle a dû, au final, pour faire une thèse, partir faire une thèse en Écosse sur un sujet, genre sur le monde perse. Donc Sur le monde rien à voir. perse, c'est ça que t'as dit? Ouais, donc rien à voir avec ce à quoi elle se destinait, mais donc au final, le problème il est là aussi, c'est dans les études, et après plus tard pour trouver du boulot, c'est qu'il y a énormément d'étudiants en archéologie et qu'il faut faire partie des meilleurs, il faut cumuler différentes casquettes, différentes. Ouais, du coup, tu vois, t'as 2 licences de master, t'arrives déjà pas à trouver après une thèse pour ensuite devenir archéologue, ou du moins scientifique. Parce que tu pourrais aussi devenir, effectivement, il y a cette manière, c'est du coup d'être de prof chercheur ou juste chercheur pour bosser au CNRS, et puis devenir scientifique, quoi. Et puis tu peux après faire des reportages sur Arte. Ok, sur Arte, c'était vachement précis. Il y a peut-être une petite rancune, non? Non, mais non, mais c'est une possibilité. Tu peux Ouais. être archéologue aussi Effectivement, ouais. en étant du coup vraiment scientifique. T'en reparleras peut-être tout à l'heure. Tu nous poseras peut-être la question avec les spécialités. Mais t'as des gens qui ne fouillent quasiment pas en fait, qui analysent les données et qui les étudient, qui analysent ce que les archéologues ont fait quelque part. Ils sont pas archéologues, mais ils sont un peu archéologues malgré tout, quoi. Ouais. C'est pas des gens de terrain, c'est des gens vraiment d'esprit qui sont là pour. L'archéologue c'est le col bleu et il y a les autres qui sont les cols blancs si tu veux. Ouais. Ok. Donc effectivement, donc, du coup, c'est compliqué de devenir archéologue, quoi. Ou alors, faut prendre une spécialité, se dire, je vais me spécialiser dans quelque chose qui n'est pas très courant, C'est ça. quitte à peut-être plus tard, après, se dire, faire une autre spécialité ou un autre sujet d'étude pour bifurquer, quoi. Et c'est ça qui peut être intéressant, je trouve, aussi dans l'archéologie. Et moi, ça m'a un peu gonflé à ce moment-là. C'est que du coup, pour reprendre mon exemple, et puis je reviendrai après sur le truc plus général, me spécialisant au départ sur le monde gallo-romain, il fallait que j'apprenne le latin. Ça peut sembler logique, mais c'est chiant quand tu sais, tu te dis, t'essayes de filouter, de passer entre les vagues. Mais t'es obligé quelque part. Si tu veux analyser tu tombes sur une pierre Sur un gravée, texte, une ouais. pièce de monnaie ou autre, faut que tu fasses de la numismatie. Donc voilà. Mais c'est ça quelque part qui peut être intéressant, c'est que l'archéologie, tu dois savoir potentiellement parler d'autres langues. Tu dois aussi avoir des notions dans d'autres sciences ou dans d'autres disciplines. Et ça, je trouve, c'est vraiment cool parce que l'interdisciplinarité de l'archéologie, c'est un truc c'est aussi pour ça que ça m'avait botté. C'est aussi pour ça que j'avais fait de l'histoire, de l'ethnologie, anthropologie, machin, pour amener un peu du beurre dans les épinards en disant plus j'ai de compétences, plus j'arriverai peut-être à démêler un peu mon truc, quoi. Ouais. Oui, plus t'as de connaissances, plus tu peux apporter quelque chose sur une fouille. Ouais, voilà. Et du coup, être potentiellement pris, quoi. C'est à la fois, je pense, un avantage comme un inconvénient, parce que du coup, c'est pas facile, quoi. Oui. Bah, effectivement, j'imagine de toute manière des gens qui se spécialisent dans un domaine, c'est plus facile d'étudier un domaine en particulier, puis d'en étudier précisément 3 ou 4, quoi. Et tu vois, par exemple, tu voudrais devenir égyptologue, bon, c'est un truc un peu à part de l'archéologie, mais il faudrait que tu saches parler l'arabe, parce que tu vas sur place, donc faut savoir parler l'arabe. Tu parles anglais, parce que l'anglais, c'est ce qu'on apprend tout le temps, et puis c'est pour faire c'est ta langue de publication, de recherche. Et puis, potentiellement, il faut que tu saches décrypter les hiéroglyphes. Ouais. Donc, faut déjà savoir faire tout ça. Et heureusement qu'il y a la pierre de Rosette. Qu'est-ce que t'as dit, Lilith? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, parmi tout ça, il faut que tu sois le meilleur en plus. Parce que et voilà. Et en plus. Ouais. Du coup, même après, tu vois, par rapport au. Tu vois, même tu voudrais te spécialiser sur le Japon. Toi qui aimes le Japon, on aime tous le Japon, je pense. Faudrait que tu saches parler japonais. Ouais. Et puis peut-être que tu t'intéresses au japonais ancien. Et puis peut-être même d'autres langues ou autres. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs.
Quelque part, les langues, en fait, c'est les langues. Donc il faut savoir être au parler. minimum trilingue, quoi. Bah, je pense, ouais. Franchement, ouais. Parce que du coup, voilà, tu parles ta langue d'origine, tu parles l'anglais, du coup, comme tu l'as dit, pour la langue de publication, et, la langue principale, en tout cas, qui est dans le domaine dans lequel tu t'intéresses, enfin, sur lequel tu t'intéresses, quoi. Ouais, ou qui vont t'aider pour tes recherches ou décrypter ce que tu trouves, quoi. Effectivement, Par du exemple. coup, tu disais Lilith, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Par exemple, si tu te spécialises en numismatique, les meilleurs en termes de monnaie, du coup, c'est les Allemands. Donc il faut que tu apprennes à parler allemand, du coup, tu vois. C'est un peu. Ah ouais, d'accord. Tous les ouvrages vraiment, entre guillemets, de base, en dehors des ouvrages qui datent du 19e et qui sont français, c'est des ouvrages allemands, quoi. Donc c'est un peu. Des Ok, fois, ok. c'est un peu. Ouais, donc compliqué, quoi. Donc c'est pas demain que je vais devenir archéologue, quoi. Après, tu peux être bénévole tous les ans, au mois de mai, je crois. Tu as une revue qui s'appelle Archéologia et qui recrute des bénévoles, justement. En fait, à la fin de la revue, tu as tous les sites de fouilles en France où ils cherchent des bénévoles, que tu sois expérimenté ou pas. Tu es souvent nourri, logé, blanchi sur place, la plupart du temps. Hein. C'est pas tout le temps le cas. Si tu es bénévole et tu peux participer à ces fouilles et tu peux fouiller et tu peux te prendre pour Indiana Jones, entre guillemets, avec des gros guillemets. Ouais, on en reparlera de ça, j'ai une question là-dessus. Ok, du coup, alors par contre, du coup, voilà, on parle souvent d'archéologie, mais comme on en avait un petit peu parlé, c'est assez vague. Il y a quand même beaucoup de spécialités qui y sont enseignées. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu lesquelles et un peu leur spécialité? Parce que il y a archéologue, mais archéologue, c'est la dénomination du métier, on va dire, mais il y a des spécialités dans tout ça. Ouais, Lilith, vas-y, je t'en prie. Ah, ok. Alors attention, je les ai, hein, donc vous trompez pas. Hein. Alors, les spécialités que tu vas rencontrer le plus souvent, entre guillemets, quand tu vas en fouille, donc tu as l'archéologue lambda, entre guillemets, mais tu vas surtout utiliser la céramologie, Ok. la numismatique pour Les pièces, du coup. dater, voilà, avec les monnaies, etc. Tu vas avoir l'archéozoologie, tu vas avoir la... Alors ça, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Après, il y en a d'autres. Il y a l'anthropologie avec l'étude des ossements, Ouais. etc. Alors, la tracéologie, pour l'étude des coups d'outils sur des os, sur des pierres gravées ou autres. Il y a la dendrochronologie aussi. J'en oublie d'autres, mais voilà, tu as plein de spécialités. Il y a la carpologie. La quoi? La carpologie. Ah oui, ouais. Et il y a Woz dans le chat qui nous dit la coprolithologie. Mais oui. Alors c'est quoi la coprolithologie? Parce que alors ça c'est genre moi j'ai fait un peu des recherches, voilà, parce que Joker. Je pense que c'est un peu exagéré, mais la copro quasi non. La coprolithologie, je pense pas que ce soit une vraie science, mais copro c'est les excréments et en fait ça serait les excréments fossilisés ou alors ça pétrifiés. se catégoriserait peut-être plus dans l'archéozoologie dans ce cas-là. Pas spécialement parce que toi aussi tu fais des caca. Les hommes aussi font Oui, des caca. effectivement, ouais. Effectivement. Pour parler bien. Tu défèques. Mais après, il y a aussi, pour revenir sur les spécialités, du coup, tu avais aussi l'archéologie sous-marine, Oui. ou subaquatique, qui sont pas pareils. Ah bah il y en a plus que ce que j'avais recherché du coup. L'archéologie subaquatique, c'est en milieu, c'est en rivière ou en lac, c'est pas marin, quoi. Et voilà. Mais après, il y en a énormément, en fait, des spécialités. Ouais, il y en a énormément et c'est vrai que c'est des fois pour s'y retrouver c'est un peu compliqué. Donc généralement. Oui, vas-y. J'allais dire, en fait, il y a autant de spécialités qu'il y a de sciences, j'allais dire. C'est ça. Mais les plus utilisées pour documenter et dater un site, c'est la céramique et la monnaie. Ouais. Voilà. Céramique et monnaie, c'est la base. On date très rarement en carbone 14 parce que c'est hyper cher. Les analyses sont...
Ça donne aussi très peu de résultats la plupart du temps. Enfin, c'est assez compliqué. Il faut avoir des échantillonnages assez bons, etc. Donc le carbone 14, il faut se l'ôter entre guillemets de l'esprit quand tu fouilles. Tu dates très 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 rarement au carbone 14. Ouais, c'est puis, vraiment. si Excuse-moi, vas-y. je me trompe pas, le carbone 14 de mémoire, hein, mais je me trompe peut-être, c'est dans nos échelles d'études en archéologie, c'est pas genre il faut que tu aies plus de 50 000 ans de recul pour te dire effectivement là tu arrives à. Tu sais, si tu dis au carbone 14, tu peux pas étudier le truc si t'es trop près de nous. Parce que les isotopes, ça en fait, ça te calcule par. Enfin, ça calcule pas, mais tu Oui, mais étudies les isotopes, et si les isotopes sont trop récents par rapport à aujourd'hui, Notre le époque. 18 janvier 2023, et ben du coup, t'arrives pas à analyser le truc correctement. Faut que tu aies plus de recul pour dire, ok, on est dans cette tranche, on est entre 10 000 et 15 000 avant Jésus-Christ, ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est De vraiment. mémoire. J'imagine que du coup, vu que c'est une méthode qui coûte cher, c'est vraiment sur des découvertes importantes, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que disait Fox, c'est que plus on se rapproche de notre époque et plus le carbone 14, enfin moins le carbone 14 sera précis et du coup sera faussé entre guillemets. Nous par exemple là où je travaille, on a trouvé des éléments de bois qui datent d'il y a 2000 ans. Mais on va plutôt utiliser la dendrochronologie pour dater plutôt que le carbone 14. Alors, qu'est-ce que c'est la dendrochronologie? C'est une manière de dater la date de coupe de l'arbre grâce aux cernes. Tu sais, les cernes qui se trouvent dans le tronc, en fait. Je sais pas si tu vois quand tu Ouais, coupes ouais, je vois. Ouais. t'as Oui, les cernes. oui, ce qui Et c'est permet comme de ça. connaître l'âge de l'arbre. Ok, Exactement. ok. Il y a une spécialité qui est là-dessus, dans ce cas, il me semble. Il me semble qu'il y a des gens qui sont spécialisés peut-être là-dedans, ou c'est un sujet d'étude que. Dans Les gens la qui sont spécialisés. dendrochronologie, Ouais, pour dater les morceaux de bois en tout cas. oui, il y a des gens qui sont spécialisés. Nous, sur le chantier sur lequel je travaille en ce moment, on a une dendrochronologue. Donc, du coup, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Ok. Du coup, ça va être une question un petit peu bête, mais comment du coup les différentes spécialités elles interviennent sur une fouille? Parce que j'imagine que il y a pas tout le temps des spécialistes sur une fouille. Il faut vraiment avoir genre une pièce en particulier pour faire appel à un spécialiste, ou ça se passe comment? Oui. Tu veux répondre, Ouais, Fox, ou Vas-y. pas? vas-y, ouais. Bah oui, effectivement, non, t'as pas tout le temps sur ton chantier, sur ta fouille, 36 experts qui vont te coûter une fortune et qui vont se faire chier à regarder les gens creuser. Et puis ils ont du taf eux aussi. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont, admettons, t'es sur un chantier, sur une fouille, tu vas les appeler, admettons, tu trouves un bout de bois que tu veux faire dater du coup par un ou une dendrochronologue. Euh, à ce moment-là, déjà tu recueilles le bois, t'essayes de le conserver le mieux possible parce que le bois, une fois qu'il est à l'air, il va commencer à se désagréger. Donc là, c'est chaud. Mais ouais. Et du coup, donc tu contactes la personne qui se déplace, qui vient, et puis qui va étudier l'objet. Et voilà. Et ensuite, elle va faire un compte rendu, un rapport. Elle va faire son boulot, quoi. Et puis suite à ça, elle va partir chez elle ou dans son bureau et puis faire des petits rapports et des publications. Ouais. Et voilà. Et elle sera payée une blinde. Une blinde, Ouais. je crois pas. Franchement, je suis pas sûr, hein. Nous, les analyses, des fois, on les paye cher, hein. Franchement. Ah ouais? Ouais. Nous, en tant que musée, on doit payer des analyses pour certaines choses. Je peux te dire que les analyses, ça douille un peu, hein, Ouais. honnête. Après, je tenais à revenir sur le fait que c'est pas systématique qu'on fasse appel à des spécialistes, parce qu'en fait, un archéologue, normalement, il est censé avoir des notions de céramologie et de numismatique, au minimum pour pouvoir dater lui-même ses fouilles. Donc après, si tu as de la carpologie, de la dendrochronologie ou peu importe, là oui, on fait appel à des spécialistes. Mais pour dater un site, etc., généralement, ça suffit largement la céramique et la monnaie. Ok. Ça serait plus pour des pièces d'exception, je pense que tu appelleras après les spécialistes, quoi, pour qu'ils puissent après analyser plus poussément le truc et faire eux leurs recherches de leur côté, peut-être.
Oui, voilà, tu dis pièce dans le sens objet. Je croyais que tu Oui, parlais de monnaie, du coup, je me suis non, dit. pièce, pièce en objet, ouais, en Ah général. oui, c'est ça. Ouais, exactement. C'est pour les objets exceptionnels, entre guillemets, que tu appelles vraiment les spécialistes pour les analyser. Ok. Du coup, j'ai une petite question pour vous, parce que vous avez tous les deux participé à des fouilles, excusez-moi. Donc, je voulais que vous nous parliez un petit peu de comment, vraiment du début à la fin, comment se déroulait une fouille, et que vous nous racontiez un petit peu de vos expériences. Donc, comment celui qui veut commencer. Allez, Fox, Lily. vas-y, parce que j'ai Allez. commencé. Du coup, moi alors, donc c'était, moi j'ai pas fait énormément de fouilles finalement. J'ai fait des fouilles donc à Châteaublot, certains connaissent peut-être. C'est pas loin de Provins, j'allais dire en région parisienne, enfin en Île-de-France, mais peut-être même pas, c'est peut-être à côté, je sais plus, bref. Et à Châteaublot, en fait, c'est peu connu, la commune est peu connue, c'est un petit village, hein, il y a peut-être 300 ou 400 âmes max. Mais il y a un gros amphithéâtre gallo-romain qui qui a été découvert il y a assez longtemps maintenant. Et donc, c'était une place assez connue à l'époque gallo-romaine, comme étant aussi, je crois, ils étaient faussaires. Ils fabriquaient des fausses pièces de monnaie et il est après diffusé dans l'Empire romain. Et en fait, j'ai contribué à fouiller un fanum, donc un fanum au pluriel des Donc, fanas. si vous voulez, on a des photos, on a des petites photos, je vais vous montrer ça. On peut être un peu dans le désordre. Ouais, alors je suis désolé, hein, c'est un truc un peu fait à l'arrache. Alors ça, c'est pas moi, ça c'est Lilith. Alors, hein, c'est où? Ah oui, ça c'est moi, ça. On va aller chercher. C'est à partir de là, c'est ça? Ouais. Ça c'est Lilith, ça c'est moi là. Au-dessus, Ouais. remonte. Encore, remonte. Alors attends, il y a peut-être un petit décalage. Ah ouais, non, bah, ça a été des. Bon, c'est pas grave, descends. Ça c'est Lilith. Elles ont été mélangées. Ouais, ok. C'est pas grave. Bon bah donc là, là si tu veux la photo que tu vois là sur laquelle Ouais. en fait c'est donc il y a un mur central Ok, qui a donc été celle-ci, voilà. il y a ouais donc là ouais on est là. Il y a un passage central en fait, c'est une zone qui n'a pas été sondée en fait. Et on peut voir des espèces de murs sur le fond de l'image et puis Ouais. plus près de moi qui sont en fait des murs concentrique, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça fait des. En fait, si tu veux, le Fanum, donc c'est un temple, comment je pourrais dire, c'est une sorte de temple de tradition celte au départ, un peu de tradition gauloise, euh, qui peut être en bois, en poteau de bois avec juste une toiture. Et là, en l'occurrence, c'était en pierre, et qui servait de temple. Ok. De temple. Et donc, Et temple, c'est quoi exact? Enfin, c'est un temple pour bah, il a quoi? une fonction religieuse, mais après, je t'avoue que je saurais pas dire. Peut-être qu'ils ont trouvé. J'ai pas gardé contact D'accord. depuis le temps que j'y suis allé, mais je saurais pas dire si c'était pour une divinité particulière Ah, ou si on voit c'était. ta tête magnifique. Ah ouais, magnifique. Je m'étais teinté. C'est ça aussi qui est cool, tu vois, dans les stages d'archéologie. Si vraiment vous avez l'occasion, c'est vraiment l'ambiance, elle est fun. L'ambiance est très fun. Bref. Alors, elle est fun pour les mecs, hein, parce que pour les filles, des fois, c'est un peu moins fun. Ah, Ah, ah ouais, non, bah nous, franchement, c'était cool. Nous, c'était vraiment cool. Mais bon, du coup, toujours est-il que donc, le Fanum, il a vécu. Donc, c'était sur la fin de l'Antiquité et début Moyen-Âge, la religion changeant et le fait que bah, l'Empire romain soit parti, que les invasions barbares, entre guillemets, aient fait leur petit chemin. Du coup, le Fanum, il servait plus à rien. Donc là où j'étais magnifiquement installé sur mon petit tronc d'arbre dans ma petite fosse là, eh ben, ils ont défait en fait les pierres. Les gens, comme aux églises, les églises ou certains bâtiments pendant toute l'histoire, ils défont les pierres, ils les récupèrent pour les réutiliser pour faire d'autres bâtiments. Ou en l'occurrence là, c'était en fait ils ont pris les pierres pour faire un four à chaux. Donc la chaux, bah, vous savez peut-être ce que c'est un matériau qui est fabriqué en faisant brûler des pierres calcaires, de la craie par exemple. Donc tu fais brûler, chauffer du calcaire et ça te donne de la chaux.
qui peut être servi pour faire des matériaux de liant en fait entre les pierres. Et donc en fait, ce qui était intéressant là, dans mon cas, c'était que dans le fond du four à chaud, il y avait un tronc d'arbre calciné qui a été conservé par le fait qu'il y avait une remontée de nappe phréatique. Donc l'arbre s'est retrouvé englouti dans l'eau et il a pu être conservé comme ça. Mais malgré tout, il s'est fait grignoter, si tu veux, la partie molle entre guillemets du bois s'est faite grignoter par l'eau et l'air, et tandis que la partie calcinée du tronc, donc sur le pourtour du tronc, ça a été conservé. Et donc on a un peu galéré à déblayer ça sans casser la coque de bois calciné, mais c'était cool. Alors Ok. dit comme ça, il y a peut-être des gens qui sont pas trop intéressés dans le chat à qui se disent mais il est débile ce mec, il se passionne pour un bout de bois brûlé qu'à 1000 ans. Mais Bah ouais, Mais mais ça franchement, fait c'était partie cool. du truc, quoi. Enfin, Et donc du coup, on avait fait des prélèvements de charbon qu'ont ensuite, je crois, ils avaient dû envoyer ça après à des spécialistes en xylologie ou en dendrologie sur Paris, quoi. ok. Bah, c'est ce Donc, qui voilà. permet bah, c'est un autre moyen de dater un petit peu la fouille, quoi. Enfin, c'est... Je comprends Bah, que ça soit intéressant, en fait. Non, mais je pense pas qu'ils aient daté en fait avec ça, mais tu comprends en fait, si tu veux, tu comprends l'évolution du site. Ouais, voilà. Tu peux comprendre, parce qu'après, par exemple, de mémoire, ils avaient retrouvé des pièces de monnaie un peu plus tardives, et il me semble des trous de poteaux qui avaient ils ont dû utiliser, si tu veux, le bâtiment qui était un temple au départ, et en faire après, plus tard, une place un peu de commerce ou de marché. Tu devais avoir des échoppes ou des choses comme ça, et le bâtiment a évolué. Il a changé d'application, si tu veux. Ok. Ok. Bah oui, du coup, c'est très intéressant. Mais on s'est vachement écarté de ta question principale, de ta C'est pas question grave. initiale. C'est pas grave. Et toi, du coup, Lilith, un peu, raconte-nous un peu tes expériences que tu as eues sur un site de fouille. Si tu veux pas entrer dans les détails, j'ai vu ce que tu avais écrit dans le chat, y a pas de souci. Non, on peut justement on peut rebondir là-dessus parce Ouais. que je trouve que c'est quand même important. Ouais, ok. Il y a eu une exposition à Avignon, une exposition temporaire justement sur le harcèlement des femmes dans le milieu de l'archéologie. Et justement, j'ai retrouvé quelques photos et quelques citations de témoignages d'archéologues féminins. Alors, je vous en cite quelques-unes, hein. Tu sais, c'est un chantier extrêmement difficile. Avec ton gabarit de crevette, je suis pas certain que tu tiennes la route. Ouais. Mon chef a pris des photos de mes seins du haut de l'échelle que je maintenais en place pour lui permettre d'être stable. Ok, ouais, Même les effectivement. filles se mettent à bêcher, tout se perd. Enfin, c'est vraiment... c'est quand même bien malheureux d'avoir deux femmes sur le chantier et que ce soit à l'homme de faire le ménage. Ok. Que des remarques comme ça. C'est ouf. Et ça, c'est vraiment donc, du coup, tu as subi ce genre un peu de remarques. Moi, Et moi, non, parce que j'étais vraiment avec quelqu'un de très bienveillant. ouais, Mais ouais, c'est vraiment. le lot quotidien des femmes, généralement. Ouais, malheureusement, j'imagine que c'est un milieu qui est encore un petit peu, enfin, qui est encore très, très masculin. Macho, très. Ouais. C'est ça. Et effectivement, hein, la déconstruction est en marche, mais c'est encore très présent, malheureusement. Et Ouais. est-ce que tu as quand même, est-ce que tu as quand même d'autres expériences qui t'ont été favorables et Oui. qui t'ont plu? Alors moi, j'ai eu de très bonnes expériences, moi, dans l'archéologie. J'ai eu aucun problème avec les hommes, que ce soit dit, hein. Je pense que c'est pas toutes les femmes non plus qui vivent ce genre de choses. Et par exemple, là, en ce moment, on travaille sur le chantier archéologique du Théâtre Antique, là où je travaille. Et on travaille avec plusieurs équipes, et essentiellement des hommes. On travaille entre archéologues, etc., etc. Et ça se passe globalement très très bien. Sinon, moi j'ai fait des fouilles, comme je t'ai dit, à Vaison-la-Romaine et ça s'est très très bien passé. Tu vas du début de la fouille en fait, où tu arrives sur le terrain, il est vierge, tu arrives avec ton tractopelle et tu viens creuser sur site. Après, ça dépend si tu t'attends à trouver quelque chose. Je sais pas si tu peux montrer les photos de là où il y a vraiment des gros sondages avec des gros trous. Alors,
J'en ai une là devant moi avec. Tu parlais de tractopelle, alors j'ai sorti le tractopelle. Ah bah c'est ça, voilà, c'est exactement ça. C'est Voilà. exactement ça. En fait, c'est un site où on n'a quasiment rien trouvé. Il n'y a rien qui a été trouvé, mais tu as obligation de fouiller entre 7 et 10% du terrain. C'est ce que je vous avais dit la précédente. Effectivement, on est quand même sur un sondage ouais, je dirais bien Il est énorme. 3 mètres C'est- de profondeur là. Lui, ça va, ouais, tu dois être à 3 mètres. Il y en a où on est à 6 mètres avec t'as de l'eau au fond. T'es à 6-7 mètres de profondeur. C'est impressionnant. Et tu trouves pas grand chose en fait, mais t'es obligé de creuser parce que comme il va y avoir une carrière qui va s'installer là-dessus, elle va forcément aller jusqu'au gravier, etc., qui vont l'intéresser à extraire. Et ben, du coup, il faut creuser jusqu'au bout. Ça, c'est pas une fouille que j'ai fait moi, c'est une fouille auquel j'ai assisté en tant que régisseur des collections parce que j'ai été invitée à venir voir. Là, la photo que tu montrais avec le monsieur assis sur une marche, Oui. c'était je vais revenir. c'était le théâtre antique, justement, Ok. où on a enlevé une marche. Voilà, la marche qui est juste tout en bas. Ouais. C'est une marche antique qui restait encore de l'Antiquité, donc il y a 2000 ans, et qui a été enlevée parce qu'elle elle commençait à se déliter et elle était un petit peu fatiguée. Et donc on l'a retirée et elle est actuellement dans nos réserves pour être restaurée et pour pouvoir plus tard, pourquoi pas, être exposée au musée, tu vois. D'accord. Et comment vous allez pouvoir restaurer ça? Parce que là, effectivement, c'est de la roche. Vous avez pas rajouté des petits bouts de cailloux et joué au puzzle dessus, Alors, quoi. non, on rajoute pas des petits bouts de cailloux, en fait, on va la stabiliser surtout. On va faire en sorte qu'elle ne se délite plus. En fait, si tu veux, la roche, quand elle se dégrade, elle a tendance à se déliter, donc à faire des petites plaques et qui se désolidarisent complètement. Et du coup, on va solidifier tout ça pour que les petites plaques, elles restent collées entre elles et que la pierre, la marche, elle reste en un seul morceau. Ok. Voilà. Ok. Des petites anecdotes peut-être à nous raconter? Parce que je sais que les gens sont friands d'anecdotes. Alors. Petite anecdote. Si t'en as une, Fox, le temps que je réfléchis. Sur quoi? Sur l'archéologie? Sur le Ouais, fait sur de ce que fouiller t'as avec vécu les sur les autres, fouilles. ou- Ouais, non, peu importe en termes social, ou quelque chose dont tu étais fier d'avoir trouvé toi-même, ou quelque chose comme ça peut-être. Et ce qui est cool, alors c'est pas une anecdote très marrante, après je pourrais en raconter une plus marrante si vous voulez. Mais ce qui est cool du coup quand tu fais des fouilles, alors moi j'avais découvert ça, c'était ma prof d'archéo quand j'étais en licence d'histoire qui m'avait parlé de Château-Bleau, parce qu'elle avait un autre étudiant qui faisait des stages là-bas. Et c'est une association en fait si tu veux. Et donc là pour le coup tu payes juste la bouffe. T'es logé, il y a un champ, et t'es logé quand tu fais l'été, bien sûr. Tu campes en fait, t'as ta tente, genre je crois que ça doit être le pré du maire ou un truc comme ça. Tu loges dans la tente et tu viens après à l'intérieur pour te restaurer. Mais c'est super chouette et tu rencontres vraiment beaucoup de monde. Il y avait par exemple un prof de latin et de grec ancien au lycée qui était là et qui faisait des fouilles parce qu'il avait envie pour le fun, pour découvrir. T'avais une architecte aussi sur Paris qui était là et qui, pour un peu découvrir le truc, tu vois, quand ils font des bâtiments, qu'ils doivent fouiller avant pour comprendre un peu comment ça fonctionne et tout. Donc elle était venue par curiosité travailler. Tu avais des étudiants en histoire de l'art, en archéo, bien sûr. Tu avais des étudiants aussi. Il y avait une ou deux lycéennes, je crois. Il y avait deux lycéennes aussi qui faisaient leur premier stage. Je crois qu'il y avait le responsable, le directeur de l'asso, c'était un prof de chimie, je crois, de mémoire, qui était spécialisé en numismatique à titre comment dire, amateur, enfin pas professionnel, mais tu vois, reconnu quand même comme un expert parce qu'il avait étudié plein de trucs, il avait publié des Est-ce qu'il avait une collection recherches. dans son grenier, peut-être? Non, mais il nous avait montré, il avait fait une thèse en fait sur Ah le ouais, sujet de ok. la numismatique. Donc c'est vachement intéressant. Tu rencontres vraiment énormément de monde dans ce genre de fouilles et d'horizons divers, quoi. Donc bon, c'est pas une vraie anecdote. Et sinon, anecdote plus cocasse, c'était que du coup, on fouillait nous au mois d'août et c'était l'anniversaire de- D'une personne. du directeur de fouille, quoi, du président de l'asso.
Et donc moi, c'était la première fois que je venais fouiller, hein, et tout le monde m'a dit ça serait bien qu'on fasse, on fait ça tous les ans, des petits spectacles, des conneries. Donc moi, mon prénom c'est Arthur, et il y en avait un autre qui s'appelait Lancelot, de son vrai prénom. Ah, Donc je te le donne en mille. Ils nous ont fait faire un petit spectacle, et donc on a fini par, en fait, avec une copine sur place, donc qui jouait Guenièvre. Et donc on a fait une fausse bataille, on s'était déguisé, une fausse bataille. Et puis on a fini par dire merde à Guenièvre et restons ensemble. Et on s'est roulé une pelle devant tout le monde avec le Trop bien. Lancelot. Et puis j'ai fini par faire un zizicoptère après parce que j'avais gagné le plus beau d'accord, déguisement. ok. Bon, bah écoutez, effectivement, c'est cocasse. Voilà, pour Disons que le l'anecdote. zizicoptère, je le sentais pas venir, quoi. Voilà, c'est la chute. C'est la chute. Ok. Mais non, mais franchement, c'est cool. Et pour rebondir un peu sur le sujet qui est très important quand même, que tu as soulevé tout à l'heure, l'élite. J'ai pas beaucoup de recul, mais sur les fouilles que j'avais, les fouilles, parce que j'ai fouillé plusieurs fois là-haut, à Château-Clos, j'ai pas entendu parler de, heureusement, je pense, enfin tant mieux pour les filles qui étaient avec nous, de mauvais comportements de gars envers les filles. Et donc, Ouais, le truc, c'est qu'en c'était général, cool. Voilà, Mais c'est- après, c'est vrai qu'on fait pas. Enfin, après, peut-être que certains ou certaines diraient que, par exemple, mon comportement de zizicoptère aurait pu choquer des gens. Et auquel cas, je m'en excuse si c'est le cas, mais je le voyais plus dans le mode bonne ambiance et voilà quoi. Ouais. Mais tu vois, après, il y a personne qui allait, qui faisait des remarques désobligeantes ou des réflexions sexistes ou à caractère sexuel aux filles, quoi. Heureusement, hein, en fait, j'ai envie de Donc dire, parce que heureusement c'est pour, quelque chose qui heureusement. doit être banalisé, en fait. Qui devrait pas, ouais. Ah, le truc, c'est que depuis quelques années, les langues se délient, donc c'est vrai que ça a choqué un petit peu toute la sphère scientifique, entre guillemets, parce que toutes les langues se sont déliées dans Oui. dans les fins des années 2010, début des années 2020, tu vois, les langues ont vraiment commencé à se délier. Ça a fait l'objet d'expositions, ça a fait l'objet d'articles, ça a fait l'objet de plein de choses. Il y a une jeune femme qui a tenté de mettre fin à ses jours à cause de ça. Donc c'est vraiment aller très loin pour certaines femmes. Bon, on va pas rentrer dans le détail en soi, mais c'est vrai que tant mieux pour toi, Fox, si tout s'est bien passé. Ouais. Moi, pareil, tout s'est bien passé et franchement, aucun problème. Mais c'est vrai qu'il faut penser aux autres pour qui Ouais, c'est et pas. effectivement. Voilà, heureusement qu'il y ait des langues qui se délient et que ça permet de mettre ça en En lumière, quoi. Et parce qu'effectivement, c'est pas. Bon, moi, c'est personnellement, c'est quelque chose que je cautionne absolument pas du tout. Mais bon, Oui. effectivement, c'est quelque chose qui est encore présent et malheureusement, c'est là Ouais. et c'est triste. Bon, pour petite anecdote, Ouais. du coup, pour détendre un petit peu l'atmosphère, alors dans un premier temps, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait si on trouvait Oui, des ossements. effectivement, j'avais piné la question, excusez-moi. Alors oui, on trouve des ossements. Justement, j'ai quelques photos. Je les ai pas mis sur le drive. Je sais pas si on peut les montrer. Mais en gros, Bah, peut-être à ta cam, sinon tu me les ouais. envoies et Moi, j'en avais mis une, si tu veux, Elite, dans les photos que je t'avais fait passer. Il y en avait une. Alors, Ah, cool. oui, effectivement, il y en a une qui est ici, voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. On va la zoomer un Il y petit avait celle de Lilith, on la voyait. Elle montrait un corps même. Alors, peut-être, alors, est-ce qu'on va la trouver? Non, là, après, c'est... Mais c'était à la cam. C'était à la cam sur Ah, son. pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. J'essaye de me rapprocher le plus possible. Voilà, ça c'est une femme allez, on va dire 3e siècle à peu près. Elle faisait 1m50 et elle est morte assez jeune. On ne sait pas de quoi, mais elle est morte assez jeune. Et c'est pareil, en périphérie du centre-ville de là où j'habite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nécropoles étaient vraiment en périphérie des villes. Les cimetières étaient jamais dans le centre-ville ni quoi que ce soit, c'était en dehors des remparts. Vraiment, c'était quelque chose qui était vraiment très important. C'était une règle. Pour quelle raison? Pour éviter les maladies, déjà, dans un premier temps. Donc ça, c'est logique. Et puis, on considérait que la ville était un espace, entre guillemets, sacré.
et que les morts n'avaient pas leur place à l'intérieur de la ville. Ouais, c'est un petit peu triste quand même. Ce qui fait qu'en fait, entre chaque, comment dire, généralement, la ville antique, elle est construite de telle manière, c'est que tu as le centre-ville qui est délimité par des remparts la plupart du temps. Après, c'est vrai qu'il y avait des villes qui n'avaient pas le droit d'avoir des remparts, donc ça dépend. Et puis après, tu as toute une aire autour qu'on appelle le Pomerium, qui est une aire vierge où il n'y a rien du tout. On ne construit rien, pas de maison, il n'y a pas de sépulture, il n'y a rien, et c'est une aire sacrée. C'est un peu comme un sas d'entrée en fait dans la ville. Je vulgarise vraiment parce que c'est vraiment très scientifique le Pomerium. Et après tu as toutes les comment dire, les sépultures qui sont en bordure de route, etc. D'accord. Mais cette zone sacrée, c'était quelque chose qui était un petit peu en lien avec la religion ou pas du tout? Alors là, franchement, je saurais pas te dire. Je sais juste que c'était sacré dans le sens où il n'y avait pas de construction, il n'y avait rien. Enfin, c'était vierge, quoi. C'était vraiment. D'accord. Bon, en tout cas, c'est toujours ce que les archéologues m'ont dit. Mais ouais. D'accord. Et on est arrivé à une certaine époque où on a dit Balek, il faut faire des HLM. Après, on arrive à une certaine époque où les remparts ils sont pas assez grands pour contenir la ville et donc du coup, on construit. Effectivement. Et petite anecdote marrante, du coup, j'étais partie faire un stage à Bibracte, vers Autun. On était avec plein d'archéologues, on avait fait un stage de céramologie justement pour apprendre à dater la céramique, etc. Et les profs, ils ont voulu nous prendre à l'apéro, genre ils ont voulu faire les malins. Et ils ont oublié que vous étiez étudiant ou pas peut-être? qu'on était étudiants. Bon, après, ils avaient une sacrée descente et ils nous disaient ouais, demain matin à 8h dans la salle, on fait de la céramo, nanana. À 8h, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas levés. Ils sont pas revenus avant 11h du matin. Et nous, on les a attendus comme des clampins jusqu'à 11h du mat. Ils étaient déchirés. Ils sont arrivés au repas de midi. Ils marchaient de travers. Il y en avait un, il avait son chapeau, il était comme ça. Enfin, c'était à mourir de rire. Ouais, on ne supporte plus l'alcool de la même façon quand on vieillit, malheureusement. Voyageur Twitch qui nous dit je pense que ça doit marquer une vie d'archéologue de trouver des ossements. C'est ce qui vous a le plus marqué de trouver des ossements ou c'est d'autres découvertes qui vous ont plus marqué? Alors moi je t'avoue que ça dépend en fait de l'ossement. C'est un peu comme tout. Si tu prends un petit tesson de poterie, bon c'est cool, mais Osef. C'est ça. Mais quand tu tombes, tu vois, là je viens de t'envoyer sur ton petit fichier des petites photos. Quand tu tombes sur une petite mâchoire, du coup c'est les dernières je pense. Ouais, quand tu tombes sur une petite mâchoire. Alors moi, genre en fait on l'avait mis, c'était dans le tas de remblai. Donc c'est la terre qu'on déblaye pour la mettre sur le côté en attendant le moment où on remettra la terre sur le dessus de ce qu'on aura fouillé. Donc du coup je me suis permis de le récupérer. C'est pas bien, mais normalement on n'a pas le droit. Mais voilà, c'était pour la poubelle sinon. Et en fait, oui, ça repartait dans la terre quoi. Ça repartait dans la terre. Et en fait, du coup, en analysant un peu le truc, je me suis rendu compte que ça devait être une petite mâchoire de faon ou de petits cervidés ou de trucs comme ça. Et ça, pour le coup, tu vois, ça a pas vraiment de valeur historique ou quoi que ce soit sur le coup, je pense. Oui, parce qu'il y a des serres, il y en a encore aujourd'hui quoi. Ça m'a fait un truc, tu vois. Ouais, mais ça m'a fait un truc, tu vois. Je me dis, c'est cool quand même de dire que ce petit bout de mâchoire appartenait à un petit animal, un petit truc qui avait 1500 ans. Ouais, et c'est stylé, c'est vrai que... Et ça c'est cool. Où tu vois, je t'avais mis une autre photo du coup que tu avais montré là, un tas d'ossements sur les photos, sur le fichier de photos. Où en fait ça c'était une fouille dans une fosse dépotoir en bordure d'un sentier, d'un chemin romain quoi, d'une voie romaine, qui est d'ailleurs toujours à peu de choses près, tu vois. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que depuis l'Empire romain, t'as des voies, t'as des chemins qui sont restés les mêmes, qui ont dévié légèrement de quelques mètres ou qui sont agrandis ou rétrécis, mais c'est toujours les mêmes, tu vois, parce que par exemple, cette voie romaine, maintenant c'est une départementale. Et donc sur le fossé, comme maintenant quand tu peux retrouver le long des autoroutes, t'as des gens qui jettent leurs détritus par la fenêtre, et eux là c'était pareil. Et donc ils avaient jeté, en fait, si tu veux là, ils avaient peut-être ramené, je sais pas, une brouette de carcasses d'animaux.
ils ont foutu ça dans le fossé. Parce que du coup, Et ça a, puis, été... ça a été déterminé que c'était des ossements animaux. ouais, c'était des ossements animaux, quoi. Ça veut... Donc, et ça, quand tu déterres un petit peu ça petit à petit, que tu y arrives, tu te dis, ah putain, mais en fait, il y en a plein côte à côte, et ça, c'est vraiment cool, ouais. Et autre petit point, petite anecdote aussi un peu marrante et instructive en même temps. Comment reconnaître un morceau de bois d'un os dans la terre quand il est plein de terre et tout, machin? Bah, faut le lécher, faut mettre la langue dessus. C'est Si la langue, non. si ta langue reste, si tu mets un bout de bois sur ta langue, bon bah c'est pas agréable, mais il se passe rien. Mais si tu mets ta langue sur un bout d'os, c'est poreux et en fait ça Ouais, fait une impression de coller. Ouais, t'as l'impression que ça te colle un peu à la langue. Un peu comme si tu te collais la langue à un Mr Freeze, tu vois. Ouais. C'est bizarre, mais c'est difficile à décrire. Mais tu le reconnais en fait tout de suite. Tu dis ah ouais, d'accord, c'est de l'os. Ok, donc c'est les gens qui lèchent des trucs dans des fouilles, c'est pas des gens chelous quoi. Ils sont pas dit tiens, je vais goûter. Ok, non, c'est marrant effectivement. C'est très très marrant. La première fois que j'ai fouillé, on m'a dit ça. Je dis ah mais c'est quoi, c'est de l'os ou c'est un bout de bois? Ils ont dit t'as qu'à le lécher. J'ai dit mais ils se foutent de ma gueule quoi. Et moi toujours avide de nouvelles expériences, je l'ai fait et puis j'ai trouvé que c'était marrant et que c'était au final le plus efficace quoi. Ok, voilà. Bah effectivement c'est marrant, mais ça permet de déterminer tout de suite sur l'instant si c'est du bois ou un ossement quoi. C'est ça. Ok, je m'attendais pas à ça effectivement, anecdote marrante, j'aime beaucoup. Ouais, c'est rigolo. Alors attendez, je viens de voir. Il y a Voyageur Twitch qui nous pose la question: quel serait notre plus grand kiff en termes de fouilles archéologiques? Vas-y Lilith. Le plus grand kiff en termes de fouilles archéologiques. Oh là là. Franchement, je saurais pas dire. Moi, je serais plutôt genre fouiller à Pompéi, tu vois. Genre fouiller Pompéi, ce serait mon plus grand kiff. Fouiller en Égypte aussi, pareil. Mais en termes d'objets, ce serait fouiller genre une tombe viking ou un truc comme ça. Ça serait génial. Stylé quoi. Ouais. J'avoue. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle The Dig. C'est un des seuls films, parce que je sais qu'on va parler de pop, mais je sais pas si je vais pouvoir rester de pop culture. The Dig, c'est un film Netflix qui relate justement la fouille d'un bateau, enfin d'une sépulture viking. Et qui, en gros, c'est un archéologue qui essaye de préserver ça et de le sauver en fait du British Museum. Voilà. Ok. D'accord. Je connais pas le film. Ok, bon bah écoutez, s'il y a des gens qui s'intéressent à l'archéologie, n'hésitez pas à aller voir The Dig sur Netflix du coup. Netflix, hein, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à les sponsors, elle est bienvenue. Oui, donc non, je sais pas si tu as encore un petit peu de temps ou pas, Lilith Attends. Ok. Je suis pas encore capoute, les cachets ne font pas effet donc pour l'instant, donc ça va. Et bah donc du coup ça tombe bien parce qu'on va arriver sur les dernières questions. Comme vous le savez, hein, on est avant tout des joueurs de jeux vidéo, donc j'aime bien faire une petite référence à la pop culture toujours un petit peu en fin d'émission. Là, bah du coup on parle d'archéologie. Donc on a tous un peu ces références, hein, Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted. Pour les plus vieux, Sidney Fox, hein, enfin pour les plus vieux. Ce sont tous des pilleurs de tombes. Voilà. Voilà, on voit bien que c'est pas le reflet de la réalité en termes d'archéologie. Mais est-ce que vous aimez bien quand même ces films? Est-ce que ça vous a donné envie, quelque part, de devenir archéologue? Complètement. Ouais, vraiment. Et le fait que ce soit pas le reflet de la réalité, ça m'a pas forcément dégoûté ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été quelque chose pour moi qui m'a passionnée dès le plus jeune âge. Et du coup, bah forcément, je suis toujours amoureuse genre d'Indiana Jones. J'adore Lara Croft. Même si aujourd'hui on me dit haha Indiana Jones, j'ai mes potes ils m'appellent Indy, tu vois, alors que rien à voir. Mais voilà, c'est. Est-ce que tu te voyais pas avec un fedora sur la tête pendant les fouilles? Pas du tout. Eh ben, moi j'en avais pris un, exprès, pour le coup. Avec ton fouet aussi également? La première poule. Ça, c'était toujours sur le bord. Alors ça, c'est un autre délire, effectivement, d'accord. Voilà, ça n'a pas de lien. Non, mais plus sérieusement,
Ouais, non, les films comme ça, c'est ce qui a. Moi, quand j'étais gamin, mes films préf, du coup, c'était Indiana Jones et Jurassic Park. Du coup, on en a pas reparlé là. Je sais que tu avais des questions un peu. Ouais, je l'ai zappé, je suis désolé. Et non, mais c'est pas grave, t'auras peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Mais ouais, pour moi, c'était paléontologue ou archéologue, quoi. Et bon, au final, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je regrette pas. Mais c'est vrai que l'archéologie, enfin, si tu veux, c'est pas mal, je trouve, pour amener les jeunes, ou même pas spécialement les S'intéresser à jeunes, même les adultes, peu importe qui, les gens pour s'intéresser à l'histoire d'une certaine manière ou à une culture historique ou ancienne ou perdue ou que sais-je. Et je pense que c'est pas mal, quoi. De toute façon, ils pourraient pas faire un film sur l'archéologie, enfin si, visiblement avec Ouais. le film dont nous a parlé Lilith, mais ça attirerait moins les gens. C'est Oui, pas d'avoir genre des mecs à quatre pattes dans la boue en train de fouiller. en train de fouiller avec leur petite truelle et leur brosse. Bon bah C'est sûr que voilà quoi. l'archéologie, c'est pas glamour, quoi. Enfin, tu te trimbales pas en mini-short avec une ceinture et des flingues de chaque côté de ton boule. Enfin, clairement, Peut-être que tu fouilles dans une zone de guerre, je sais pas, mais. Ouais, et encore, je suis même pas sûr, hein, je pense pas. Et puis, ce qu'il faut savoir, malgré tout, c'est que Indiana Jones, il est pas archéologue, il est professeur d'archéologie. Ouais. C'est un pilleur de tombes, mais alors, voilà, Ah bah tous, pilleur de de toute sites manière. archéo, hein, voilà. Par contre, Lara Croft, elle est considérée comme archéologue parce que, enfin, j'avais fait quelques recherches là-dessus quand on a fait l'expo sur la mythologie, et puis parce qu'on voulait faire sur l'Antiquité, et puis au final, on s'est basé plutôt sur la mythologie. Elle est considérée de mémoire comme archéologue parce qu'elle fait vraiment un travail de recherche, malgré le fait que elle détruise quand même les sites archéologiques et elle pille un petit peu les plus beaux objets. En fait, c'est une chasse au trésor, ces films-là. Ouais. C'est ça qui donne envie de s'intéresser à Ouais. l'archéologie. Exactement. Et du coup, des fois, ça peut tromper les gens. Et des fois, ça peut les passionner. Et comme dit Voyageur, moi j'ai adoré aussi La Momie. Le retour de la momie, c'est le best, c'est le meilleur de tous. Le retour de la momie. Mais alors, pépite. C'est vrai que c'est une façon romancée de représenter l'archéologie, quoi, au final. Exactement. Ouais. Mais effectivement, la momie, Mais tu vois, grand finalement, excuse-moi de te couper, mais pour revenir un peu pour faire le parallèle avec ce qu'on disait au départ sur. on t'entend pas l'archéologie. trop, je pense On que peut ton reprendre micro est là, un ouais. peu loin. Allô. Ouais. Oui. Allô. Ouais, pour faire le parallèle avec ce qu'on disait en début sur l'évolution de l'archéologie, je pense que ces films reflètent plus le début de l'archéologie. Du coup, sur Oui. le fait, l'aventure, on va chercher un truc un peu mystérieux, on a entendu parler d'une légende, qu'est-ce qui s'y passe, est-ce que c'est vrai? Allez, cherchons ce truc-là. C'est Et ça. c'est plus, et du coup, mais quelque part, c'est l'aventure, quoi. C'est chercher l'artefact en question au détriment des autres, en fait, Ouais. qui sont un peu moins intéressants selon toi, mais qui ont une réelle valeur scientifique, hein, Ouais. faut le préciser. Mais c'est voilà, c'est par exemple, si tu vas sur un site archéo, tu te dis « Oh chouette, je sais qu'il y a une statuette en bronze ou un truc en or là-dessous, je vais prendre que ça, le reste je m'en fous. » Voilà, c'est... Ouais. Oui, c'est c'est pas ouf. Oui, et puis bon, j'ai souvenir de Tomb Raider dans le premier jeu sur PlayStation 1 où elle croise un tyrannosaure et elle s'en bat les couilles, elle le zigouille, alors que c'est certainement le dernier dinosaure sur Terre. C'est quand même con. exactement. Mais on pourra le cloner comme dans Jurassic Park, pas grave. Ah. Mais d'ailleurs, pour revenir là-dessus, dans Jurassic, alors j'ai malheureusement jamais fait de fouille de paléontologie, mais dans Jurassic Park 3, en revanche, au début, tu les vois fouiller. Effectivement. Tu les vois fouiller et ils te montrent comment, globalement, comment ça peut. Mais même au début du premier, au début du 1, quand il y a l'hélico qui arrive du docteur Hammond, mais dans tu la les momie, vois fouiller. Ouais, ouais c'est vrai, ouais. Dans la momie, ouais. Dans le 2 sûr. Ah, je sais plus, je m'en souviens plus. Ils On parlera explorent pas du 3. Hein. et après ils explorent un tombeau. Ils font avec les petits pinceaux, machin, tout ça. Mais dans le 1, je sais pas, parce que je connais le 2 par cœur, mais le 1, pas du tout. C'est des souvenirs lointains, mais j'ai pas souvenir de ça, effectivement, dans le 1. Après, il y a le 3, mais bon. Si, effectivement, si, on les voit fouiller dans le 1, dans la momie 1, parce que du coup, ils déterrent la momie. Enfin, ils cherchent le livre des morts et tout ça. Mais je pense qu'ils fouillent un peu. C'est dans le 2, C'est dans le 2 ? livre des morts, c'est dans le 2.
Je sais plus. Ouais, bonne Parce question. que je sais il lit le livre des morts, je m'en rappelle, et après il arrive à décrypter le dernier hiéroglyphe. Ah ouais, exact. Mais je sais plus. Mais il fouille de manière un peu énervée, je pense quand même, parce que Un bon, petit peu, c'est ouais. pas, Ouais. c'est les méchants qui fouillent. Donc, On fouille pas la dynamite, hein, il faut le savoir. Il y a des films où je vois, même dans, je sais plus dans quel film ou quel jeu j'ai vu ça, des fouilles à la dynamite. Peut-être Uncharted, peut-être. Oui, c'est ça. J'étais sur un stream et ouais, ça doit être ça. Ouais. Oui, Fouille à la mais dynamite. c'est vrai que oui, tiens, on se dit, tiens, ouais, c'est chiant, on n'a pas la pelleteuse, on va foutre un ou deux bâtons de dynamite, ça va aller. mais je crois qu'en Égypte, quand à l'époque, quand il y avait les pierres, les portes scellées des tombes, Oui, là. et ils mettaient de la dynamite quand même, les mecs. Hein. Et ils faisaient pas dans la demi-mesure. La Bah, porte nous gêne, faisons la péter. ouais, mais j'imagine que Voilà. les portes étaient peut-être un petit peu compliquées à ouvrir, peut-être aussi. C'est Oui. ça. C'était le but aussi. Et puis la porte était loin de la pièce où il y avait le trésor Oui. entre guillemets, tu vois. Donc du coup, il n'y avait aucun risque d'abîmer le trésor. Ouais. Ok. Bah du coup, je vais en profiter parce qu'on a parlé un petit peu de comment de Jurassic Park. Et du coup, en fait, je me demandais pourquoi la paléontologie n'est pas considérée comme de l'archéologie. C'est deux sciences et deux métiers différents. Enfin, deux métiers. Ça se rapproche, mais c'est différent. C'est complémentaire et à la fois différent, dans le sens où l'archéologie, ça s'intéresse surtout à ce qui est autour de l'humain. Ok. Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, Foxit, mais du coup, de mémoire, c'est l'archéologie, c'est vraiment autour de l'histoire de l'humain, etc. Alors que la paléontologie, c'est surtout l'histoire des fossiles et des âges de la Terre, en fait. Ok. Moi, je voyais plus l'archéologie comme l'étude, pas spécialement de l'humain, parce qu'au final, tu peux retrouver et étudier des ossements d'animaux, mais Oui, mais c'est autour de et, l'humain, de c'est travailler sur l'archéologie. l'humain, etc. L'archéologie, tu fouilles les temps, le temps De l'histoire. historique de l'histoire et de la proto-histoire, donc le moment Ouais. où tout le monde n'a pas l'écriture ou autre, ou même jusque peut-être à partir de la sédentarisation de l'homme, plus ou moins. Ouais. Peut-être à peu près moins 8000 dans ces eaux-là. Et la paléontologie, c'est avant, du coup, c'est l'âge de pierre, l'âge de Ok. fer, et encore plus loin, du coup, les dinosaures, et encore plus loin, les trucs avant, quoi. Donc, Je crois que l'âge de fer, ça rentre dans l'archéo. Mais Peut-être, ouais, peut-être. Hein. je Oui, disais- non, mais t'as sans doute raison. Ouais, c'était t'as une sans doute question que raison. je me posais du coup justement la découverte de Lucie parce que c'est ce qui me vient en tête comme ça. C'est Oui. dû à des archéologues ou à des paléontologues du coup? pour moi, c'est de la paléontologie, tu vois, Lucie. Ouais. Parce que c'est C'est vraiment Yves Copin, je sais plus s'il était archéologue ou paléontologue. Je sais que je l'ai déjà vu à Reims. À Reims, il était venu une fois. Il avait été convié d'ailleurs, pas du tout c'était par la fac de sciences. Et il me semble même que c'était genre l'école d'œnologie. Je ne sais pas savoir pourquoi. Il l'avait fait venir et il avait discuté, il avait parlé de. Et c'était vachement intéressant. Mais je sais plus s'il était archéologue ou paléontologue. alors j'ai peut-être une Mais théorie. pour moi, ça relève plutôt pardon, de la paléontologie. Ouais. Peut-être qu'il arrive à reconnaître les arômes boisés dans le vin à force de lécher des bouts de bois. Oh, putain, ça c'est fort. C'est fort. Peut-être, hein, c'est une théorie, hein, peut-être un petit peu. Ok. Je suis autorisé une recherche sur Internet pour vraiment définir l'archéo et la paléontologie. Eh bien, Ouais. nous t'écoutons. Alors, l'archéologue va s'attacher aux objets liés à la vie humaine, bâtiments, statues, pièces de monnaie, tombes, manuscrits, outils de la vie quotidienne. Donc ça rentre aussi au niveau des animaux, tout ce qui est élevage, etc. Tandis qu'un paléontologue est spécialisé dans les fouilles d'êtres vivants, qu'il s'agisse d'êtres humains, d'animaux, mais aussi de végétaux. Le paléontologue étudie particulièrement l'évolution biologique des êtres vivants, et ce sur une période immense qui remonte aux premières traces de la vie sur Terre, il y a environ 3,5 milliards d'années. La base de son travail, aussi bien des ossements, des excréments, des feuilles ou bien encore des squelettes, ces recherches permettent de comprendre l'évolution du monde vivant, notamment via les extinctions, l'apparition de certaines espèces, etc. etc. Et du coup, c'est quand même deux métiers qui sont quand même relativement liés, parce que par exemple, un spécialiste, par exemple en xylologie ou voilà, pourrait intervenir sur une fouille de paléontologie du coup. Ouais. Et d'archéologie, il peut intervenir Ouais. sur les deux, ouais.
C'est Mais ça. tu vois, moi, au final, je suis pas tout à fait d'accord avec les définitions que tu as données parce que t'as les sous-sciences, entre guillemets, c'est pas péjoratif comme terme, mais tu retrouves les mêmes en archéo comme en paléo. Par exemple, Oui. tu peux avoir de l'archéobotanique. Tu t'intéresses pas spécialement du coup à l'homme. Enfin, c'est peut-être connecté avec ce que les hommes en ont fait du coup, mais tu peux avoir de la paléobotanique aussi, par exemple. Tu peux avoir de l'archéozoologie comme tu as de la paléontozoologie ou des choses comme ça, quoi. Oui, parce que Donc, réellement, la paléontologie, c'est vraiment. Enfin, alors je vulgarise peut-être et vous allez me dire que je dis de la merde, mais c'est plus vraiment l'étude des dinosaures, non? Enfin, de la période Rentre paléolithique, quoi, en dedans. tout cas. Ça rentre dedans en tout cas. Enfin, je pense que ça vient de là. Donc, la période paléolithique, c'est les dinosaures, les machins, les premiers hommes, on va dire. Pour moi, là, c'est tu fais un raccourci de quelques millions d'années. Mais Oui, ouais. non, mais un raccourci de quelques quelques milliards. millions d'années, mais c'est pour. Enfin, quelques milliards, effectivement, mais voilà, c'est pour. Parce que de toute Mais oui, oui, manière, oui, oui, oui. c'est pas un domaine que je maîtrise, moi, donc. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Mais oui. Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, il est 22h30. On arrive plus ou moins à la fin. Je sais pas si les viewers ont d'autres questions Voilà, là pour finir, je sais si pas. vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Sinon, après, on va libérer Lilith parce qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle est blessée, la pauvre. Lilith, elle a pris des cachets qui la shootent. Alors, c'est dans un cadre médical, hein, évidemment. Ah oui. Ah. J'ai une ordonnance pour ça, attention. Vos projets. Ah, bah écoutez, si vous avez des projets. Alors, en lien avec l'archéologie ou non. Moi, j'ai pas de projet archéologique. Si ce n'est parce que oui, t'es arrivé peut-être en cours de route, voyageur Twitch. Mais moi, je suis pas du tout dans le milieu. J'ai fait des études en lien que j'ai pas terminé, mais je suis pas dans le milieu. Donc, si ce n'est peut-être un jour pouvoir reprendre On des t'entend pas stages. très bien, Foxit. Ah merde. Pouvoir reprendre des stages. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Pas vraiment. Ouais, attends, je vais te monter. Ouais, enfin, Alors, revenons à. Je vais ouais, monter ton son. monte mon son. Mais ouais, pouvoir refaire des stages en mode bonne ambiance et fun et tout ça, mais pas de manière pro, loin de là. Ou- Pour moi, c'est une page qui s'est tournée. Refaire du bénévolat potentiellement à un moment où Ouais, t'aurais. pour le fun et puis le bon souvenir, quoi. Ok, ok. Bah, nickel. Et toi, Lilith, peut-être des projets en lien? En lien avec l'archéo, bah, toujours au niveau du boulot, parce qu'on a des fouilles tout le temps, à la fois de ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti, donc c'est vraiment sur les bâtiments qui sont en élévation, et sur de l'archéologie traditionnelle, entre guillemets, on sait qu'on a des fouilles qui vont arriver, et ouais, j'ai vraiment envie d'y participer, d'assister à tout ça, et puis bah, après, en termes de professionnels en dehors de l'archéo, moi, c'est pour le moment, mes projets se sont réalisés, donc on va attendre un petit peu avant d'en avoir de nouveaux. Tu sais un peu dans quelle partie, quelle période ça va un peu toucher les recherches, enfin les fouilles que tu vas faire? Alors, ça a fait l'objet d'un colloque justement là où j'habite. Donc un colloque, c'est un cycle de conférences entre guillemets avec des spécialistes qui abordent un seul et même sujet et ça donne lieu à des débats, etc., etc. Et donc c'est sur la période très précise du 6 octobre 105 avant Jésus-Christ. Ah oui, d'accord. C'est très très précis. En fait, c'est sur la bataille d'Orange. C'est une des, enfin pour le moment en tout cas, c'est la plus grosse défaite que les Romains ont subie pendant enfin pas la conquête des Gaules parce qu'on est bien avant Jules César, mais pendant la conquête de l'Europe et ils subissent une défaite monumentale contre les Cimbres et les Teutons. Ils sont sacrifiés et justement on va voir pour fouiller un petit peu ce site-là. Donc c'est Trop très cool. très intéressant. Trop Les, cool.
Les Teutons sont descendus jusqu'à Orange, du coup? Exactement. Ouais. Ah ouais. Et ils ont démonté les Romains. Ah, les Teutons, c'est un peu ce dont parle la série Barbare. C'est ce qu'on en avait déjà un peu parlé pendant le stream pendant l'émission sur la mythologie grecque. À ne pas confondre avec une partie du corps humain. J'aurais été sûre qu'il y en a un ou deux qui allaient la faire. Les Teutons. Je l'attendais. Mais en gros, si tu veux, Barbare, ça relate la bataille de Teutobourg, donc en Allemagne. La bataille de Teutobourg, pour vous donner une idée, c'était considéré comme la plus grosse défaite de l'armée romaine, donc du coup en dehors du territoire romain. Ouais. Il y a 6 000 à 8 000 morts chez les Romains. Chez nous, à Orange, il y en aurait entre 60 000 et 80 000. D'accord, ok. Ils se sont fait éclater. Voilà. Comme quoi, hein, la formation Tortue, ça ne marche pas à tous les coups. Le truc, c'est qu'il y avait deux commandants et les deux commandants n'étaient pas d'accord. Et du coup, comme ils n'étaient pas d'accord et ils n'arrivaient pas à se mettre à établir une stratégie ensemble, ils se sont fait éclater. Eh ben, karma. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Bah écoutez, on va finir là-dessus. Peut-être un petit mot pour la fin, chacun de vous. Lilith, un mot pour la fin. Bonne soirée. Ouais, c'est un bon mot. Non, je sais pas, plus sérieusement, je n'ai pas de choses particulières à dire par rapport au sujet. Je pense que non, mais même un mot random, tu m'aurais sorti chien, je le prenais. Hein. Opercule. Voilà. Ok. Mais voilà. Moi, je tenais à te remercier quand même pour l'invitation, pour la deuxième invitation, du coup. Ouais, bon, on t'en reverra sûrement, va. Oh, il dit ça en mode on te reverra sûrement, l'air de dire je vais être obligé de t'inviter. Oh non. Non, pas du tout. Mais oui, mon opercule fait pas le figure face à ces remerciements de qualité. Que je rejoins d'ailleurs, Et merci à Loupa, du coup. C'est gentil. Bon, en tout cas, voilà. Moi, j'ai été très content de vous recevoir. Je fais la petite promo de fin de live, effectivement. Je le rappelle, la rediffusion de l'émission, si vous avez loupé une partie ou si vous n'avez pas pu être là, sera disponible sur YouTube. Je sais pas quand, parce qu'il faut que je le fasse. Alors, ça me prend pas beaucoup de temps, mais il faut juste que je me pose pour le faire. Donc vous pouvez trouver la chaîne en lien, évidemment, et n'hésitez pas à me suivre également sur Insta si vous voulez. C'est là où je suis le plus actif, si on peut parler d'activité. Et n'hésitez pas, également Lilith Perséphone est également streameuse, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch. Voilà. Je pense qu'elle sera très heureuse de vous accueillir dans un de ses lives. C'est gentil, merci. Et si je peux me permettre, si les gens veulent commenter ta vidéo pour débattre ou poser d'autres questions qui leur viendraient plus tard, il n'y a pas de problème. Moi, je ferai un saut sur ta vidéo quand elle sortira et puis on pourra répondre aux questions dans les commentaires si jamais. Voilà, merci Loupa. Évidemment, pour information, la prochaine émission sera le 1er février, toujours à 21h. Hein, c'est le petit rendez-vous toutes les 2 semaines. On se rejoint à 21h sur des sujets divers et variés. Je ne sais pas encore. Je pense qu'on reparlera peut-être de musique. Parce que j'ai un invité qui n'avait pas pu être là la dernière fois. Et que j'avais grandement envie d'écouter. Donc je pense qu'on refera un petit saut sur ce sujet. Et on approfondira un petit peu. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve lors d'un prochain stream.